Alissa Zinovievna Rosenbaum, plus connue sous le nom de Ayn Rand, est une philosophe russe ayant vécu au XXe siècle. Elle a beaucoup écrit tout au long de sa vie sur des concepts tenant de la pensée libérale. La liberté, la justice sociale, la propriété ou encore l'État. De ses propres recherches, elle conçoit même sa propre philosophie. L'objectivisme. Cette notion soutient notamment, et pour faire court, que le seul but de l'existence est la poursuite du bonheur. Ainsi, Ayn Rand pense que le seul système social compatible avec cet objectif moral est un capitalisme débridé, sans limite. En somme, un total laisser-faire. My morality is based on man's life as a standard of value. And since man's mind is his basic means of survival, I hold that if man wants to live on earth and to live as a human being, he has to hold reason as an absolute, by which I mean that he has to hold reason as his only guide to action, and that he must live by the independent judgment of his own mind, that his highest moral purpose is the achievement of his own happiness, and that he must not force other people, nor accept their right to force him, that each man must live as an end in himself and follow his own rational self-interest. L'État doit, selon elle, revenir à ses fonctions du XIXe siècle. Police, armée, justice. Pas d'assistanat, pas de programmes sociaux. Elle critique notamment les lois antitrust, le salaire minimum et même l'interdiction du travail des enfants, car ces règles sont un frein à l'entrepreneuriat et à la productivité. Bien évidemment, l'objectivisme ne peut se résumer à ces seuls axiomes. Et si le sujet vous intéresse, vous trouverez dans la description de cette vidéo les sources qui m'ont aidé à l'écrire. N'oubliez pas au passage de vous abonner et de mettre un j'aime, je vous prie. Dans les années 70, les idées d'Ayn Rand séduisent, surtout aux États-Unis. Économiste, homme politique, acteur, écrivain, journaliste, la philosophie objectiviste se répand, car elle couvre de nombreux domaines, tels que l'épistémologie, la métaphysique, l'éthique, la politique ou encore l'esthétique. Quel rapport avec le jeu vidéo, me direz-vous? BioShock. Conçu par le génial Kay Levine, ce jeu marque les joueurs dès sa sortie en août 2007. Grâce à sa jouabilité bien sûr, mais surtout grâce à son propos, à son ambiance et à son univers. Kay Levine expose dans son œuvre les grands principes de la théorie d'Ayn Rand, et en effectue une sévère critique en considérant qu'un tel modèle ne pourrait finalement conclure qu'à une loi de la jungle entre les individus. Dans ses principes métaphysiques, la philosophie objectiviste prétend que la réalité est objective, c'est-à-dire qu'elle existe indépendamment de celui qui l'observe. En clair, un pull rouge est rouge, même si atteint de daltonisme, je le voyais bleu. De mon côté, je me crée une réalité subjective. Le pull est bleu, mais ce n'est pas la réalité. Je sais, cela paraît anodin expliqué comme ça, on a envie d'en rire et de dire « oui, c'est plutôt logique ». Mais cela deviendra bien plus intéressant appliqué à la narration de BioShock. Longue introduction, mais nécessaire je pense pour ce voyage en eau profonde, à la fois dangereux et envoûtant. Andrew Ryan naît en Russie, en 1892, dans une famille relativement pauvre. En 1919, lui et son père s'échappent de Russie, sa mère étant décédée. Il assiste au meurtre par des soldats de l'armée rouge de son oncle et de sa tante, que son père refuse d'aider. Son expérience du régime soviétique l'a amené à développer sa philosophie personnelle. Le monde moderne avait été créé par de grands hommes qui ont su suivre leur propre idéal. En 1927, il émigre en Amérique, lieu de tous les possibles. Et effectivement, Andrew Ryan vit pleinement le rêve américain. Il fonde sa propre société, Ryan Industries, une manufacture d'armes et de produits en acier. Peu affecté par le crash boursier de 1929, il devient 3 ans plus tard le plus jeune milliardaire des États-Unis. Andrew Ryan et Ayn Rand se ressemblent. Déjà remarqué que le nom d'Andrew Ryan est un semi-anagramme de celui d'Ayn Rand. De plus, ils ont tous deux quitté la Russie après la Révolution. Ils ont tous les deux trouvé la fortune aux États-Unis et critiquent tous les deux la politique interventionniste de l'État. Andrew Ryan est agacé par les programmes sociaux adoptés dans les années 30, lui dont son expérience le fait mépriser les idéaux du socialisme.
Il estime que ceux qui bénéficient de l'aide d'autrui ne sont que des parasites. Dans son esprit, on ne peut posséder que ce que l'on a gagné. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut la destruction d'Hiroshima avec la bombe atomique. À ses yeux, la bombe était la corruption ultime de ses idéaux, c'est-à-dire la science et la détermination, que l'on exploitait pour la destruction. La création d'une arme qui donnait aux parasites la capacité de détruire tout ce qu'ils ne pouvaient pas acquérir. Andrew Ryan, immensément riche, décide alors de fonder sa propre ville, Rapture. En 1946, Ryan fait construire sa ville dans le seul endroit qu'il estime à l'abri des parasites, les profondeurs de l'océan Atlantique. Il fait peupler sa ville des éléments les plus brillants de son époque, ceux qu'il considérait comme les meilleurs exemples de l'humanité. Entrepreneurs, artistes, médecins, l'art, la science et l'industrie pourront être pratiqués sans être perturbés par les interventions des gouvernements. Andrew Ryan applique à la lettre et presque dans l'excès, mais pas tant que ça, la philosophie objectiviste. À Rapture, chacun est incité à ne chercher que son bonheur personnel, à être égoïste. Andrew Ryan pense que si tous ses concitoyens agissent, créent et travaillent avec le même état d'esprit, il sera possible d'en tirer le meilleur et que le gain pour la société n'en sera que plus grand. De tout cela, il invente et promeut la notion de grande chaîne qu'il explique ainsi. Je ne crois pas à un dieu, à une présence invisible dans le ciel. Il existe quelque chose de plus puissant que chacun de nous, l'union de tous nos efforts. Une grande chaîne industrielle qui nous unit. Mais ce n'est que lorsque nous luttons dans notre propre intérêt qu'elle tire la société dans la bonne direction. La chaîne est trop puissante et trop mystérieuse pour qu'un gouvernement puisse la contrôler. Tous ceux qui vous diront le contraire vous videront les poches ou poseront un pistolet sur votre tempe. À son apogée, au début des années 50, la ville abritait plusieurs milliers de personnes. L'utopie est devenue réalité. Le monde dont rêvait Andrew Ryan s'est matérialisé sous la forme d'une ville sous-marine, cohérente, rationnelle. Mais cela ne devait pas durer. Prenez votre manette, je vous prie. Allumez votre console et insérez-y le disque de BioShock. Le jeu démarre. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Jouez à BioShock et vous incarnerez le personnage de Jack, dont on sait finalement peu de choses. Durant tout le jeu, nous traverserons différents quartiers de la ville de Rapture et essayerons d'en percer les mystères. Mais comment pouvons-nous être passés de ça à ça? Ou comment le rêve tourna au cauchemar? Quelque part entre 1949 et 1951, le docteur Brigitte Tenenbaum, une scientifique de Rapture qui errait autour des pêcheries du trésor de Neptune, remarqua un pêcheur qui jouait avec une balle sur les quais.
Elle fut très surprise, car les mains de l'homme avaient été mutilées durant la guerre. Après avoir interrogé le pêcheur, elle découvrit qu'il avait été mordu par une limace de mer. Elle lui demanda s'il possédait toujours cette limace et fut ravie d'apprendre que c'était le cas. Sachant qu'elle avait découvert quelque chose de fascinant et d'unique, elle se mit à la recherche d'un bienfaiteur qui lui permettrait de financer les recherches qu'elle allait entreprendre sur la créature sous-marine. Vous remarquerez au passage que le docteur porte un nom qui ressemble étrangement à celui d'Ayn Rand. Mais si, rappelez-vous, Alissa Zinovievna Rosenbaum. Mais revenons à Rapture. Malheureusement, le docteur Tenenbaum se vit refuser l'entrée de tous les laboratoires respectables de Rapture, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre d'un homme du nom de Frank Fontaine, propriétaire des pêcheries Fontaine. Il accepta de financer ses recherches tant et aussi longtemps qu'il pourrait en tirer profit. Fontaine était un homme d'affaires, qui se servait de son commerce comme d'une façade pour sa contrebande. En effet, il importait du monde à la surface toutes sortes de choses qu'il revendait illégalement à Rapture. C'est avec cet argent sale qu'il aida à financer le développement des recherches. Tenenbaum constata rapidement que la limace de mer sécrétait une substance agissant de la même manière que des cellules souches, et réalisa qu'elle était en mesure de manipuler entièrement l'ADN. Elle se voyait déjà étant capable de tordre la double hélice, soigner toutes les maladies et transformer en tout point l'organisme humain. Comme cette substance symbolisait une sorte de renaissance pour l'humanité, elle fut nommée Adam. Peu après la découverte de l'Adam, une information importante fut révélée. Lorsque la limace de mer était implantée dans l'estomac d'un hôte, elle produisait 20 à 30 fois plus d'Adam. On peut présumer que de nombreux hôtes furent testés quant à leur compatibilité avec la limace. Cependant, un seul type de sujet était en parfaite symbiose avec la créature. Les petites filles. Après cette découverte, on commença à implanter des limaces sur des fillettes, qui furent alors nommées petites sœurs. À Rapture, même les enfants sont mis à contribution du progrès, ce qui n'est pas sans rappeler le travail des enfants cher à Ayn Rand. Une fois que les scientifiques furent en mesure de produire de l'Adam à grande échelle, de plus en plus de fortifiants génétiques et plasmides virent le jour et furent commercialisés par Frank Fontaine. Ces améliorations génétiques permettaient d'accomplir des actions surhumaines, comme lancer du feu en claquant des doigts, faire jaillir un essaim d'abeilles de ses bras, ou encore augmenter la masse musculaire et la vitesse de déplacement. A l'origine, Andrew Ryan fut ravi du succès de Frank Fontaine, qui représentait un exemple parfait du type de personne qu'il souhaitait voir résider à Rapture. Que penser des recherches du docteur Tenenbaum ? Éthiquement, cela nous paraît discutable, voire totalement détestable et abject. Des expériences sur des petites filles. Vraiment ? Mais à Rapture, point de borne, point de censure. La philosophie objectiviste et les principes d'Andrew Ryan sont dans toutes les têtes. Artistes comme scientifiques sont libres, complètement libres. Sans Rapture, les expérimentations de Brigitte Tenenbaum n'auraient pas été possibles. Or, l'Adam est une découverte majeure pour l'humanité. Quid des plasmides, ces sérums modifiant l'ADN et permettant à l'homme de dépasser ses limites, de développer de nouveaux pouvoirs. N'est-ce pas génial ? Au début, peut-être. Mais non, ce n'est pas là le propos de Ken Levine. Tout ce que je viens de vous dire, nous l'apprenons au travers de notre périple, dans une ville de Rapture abandonnée, délaissée, ravagée. C'est bien qu'il y a eu un grain de sable dans l'engrenage, que cet objectivisme n'est qu'un idéal inapplicable en réalité. Mais continuons, je vous prie. Quelques années passèrent et Andrew Ryan commença à soupçonner Fontaine de crimes divers, allant de la contrebande à l'assassinat. Une véritable course aux armements génétiques éclata entre Ryan et Fontaine, alors que le monopole de ce dernier sur l'Adam menaçait la structure sociale actuelle. Andrew Ryan tenta alors d'arrêter Fontaine. Ce dernier était devenu trop recherché, si bien qu'il simula sa mort lors d'une fusillade avec les forces de Ryan en 1958. Après cela, Andrew Ryan prit le contrôle des entreprises de Fontaine et commença à produire des plasmides et fortifiants au sein de sa propre entreprise, Ryan Industries. L'agitation allait en grandissant, ce qui conduit aux émeutes du Nouvel An 1959, où des gens de la classe inférieure, privés de leurs droits de citoyens, attaquèrent divers emplacements clés de la ville qui étaient gérés par la classe supérieure. Cet événement constitua la première bataille à grande échelle de la guerre civile de Rapture. C'est à cette époque qu'un autre individu, Atlas, fit son apparition comme un leader et un partisan de la classe ouvrière. En 1959, Rapture fut le lieu de nombreux affrontements entre les armées de Ryan et celles d'Atlas.
Le début de la fin, un déclin inexorable. Les premiers mois de 1959 virent également la création des protecteurs, individus génétiquement modifiés dont les corps ont été greffés dans des combinaisons de plongée blindées et qui ont été principalement chargés de l'entretien des fondations de Rapture et d'escorte pour les petites sœurs. Ces dernières devaient être en mesure de se déplacer en sécurité autour de la ville, afin d'extraire l'Adam des cadavres laissés dans le sillage de la guerre civile, pour ensuite être ramenés à Ryan Industries. On est loin de l'enthousiasme premier du Dr Tenenbaum. C'est également en 1959 qu'Andrew Ryan mit en place de nouvelles lois, comme la limitation de mouvement de la population, l'enfermement des dissidents dans la place Apollon, la fermeture des bâtisphères, et même la peine de mort pour tous ceux qui ne respectaient pas ces nouvelles lois. Quand le chaos pointe le bout de son nez, retour aux bonnes vieilles méthodes de la surface. Un pouvoir autoritaire qui fait usage de la force et qui censure à tout va. Et si l'objectivisme, appliqué à une communauté tout entière, ici Rapture, ne pouvait avoir comme issue qu'un reniement de tous ses principes, une dégénérescence programmée en quelque sorte. La guerre civile continua jusqu'à ce que des individus, devenus fous à cause de l'abus d'Adam, appelés les chromosomes, commencèrent à tuer les habitants encore sains d'esprit de Rapture. Ryan fit alors introduire des phéromones dans l'air qui réagissaient avec l'Adam, et permettaient d'exercer un contrôle mental léger sur les habitants. Une fois que Ryan eut le contrôle complet de la ville, Atlas dut se retirer dans la clandestinité, et les chromosomes aliénés continuèrent d'errer dans les rues de Rapture à la recherche d'Adam. Ils découvrent une Rapture cauchemardesque. Les petites sœurs hantent les rues de la cité à la recherche d'Adam. Pour les défendre face aux chromosomes, véritables drogués, elles peuvent compter sur les protecteurs qui ne restent jamais très loin de leurs petites protégées. À travers BioShock, Ken Levine dénonce donc la principale carence du libertarisme extrême, prôné par Ayn Rand, à savoir la concurrence pure et dure qui, en l'absence d'un pouvoir tiers régulateur, en l'occurrence l'État, ne peut mener qu'à la dictature et à l'affrontement ouvert. Andrew Ryan et Frank Fontaine ont peu à peu mis leurs principes de côté pour écraser l'adversaire, réduisant pour ce faire la population au servage et menant à l'effondrement de la société. Ken Levine tente de proposer une alternative à la philosophie objectiviste. Tout au long de son aventure, le joueur pourra choisir de servir ses intérêts personnels, en tuant les petites sœurs pour voler leur Adam, ou bien se mettre au service des autres en sauvant ces mêmes petites sœurs. Le dénouement du jeu dépendra de ses choix, et il est amusant de constater que la fin positive est liée au sauvetage des petites sœurs. L'altruisme comme remède à l'objectivisme. C'est là la thèse de BioShock. Mais si avec BioShock, Ken Levine critique ouvertement l'objectivisme, il ne se prive pas pour autant d'en illustrer les principes métaphysiques en construisant sa narration. BioShock est un jeu de tir en vue subjective. Le joueur voit Rapture à travers les yeux du personnage principal. Tout au long du déroulement du jeu, comme le héros, le joueur se forge sa propre conception de la réalité. On débarque à Rapture après un accident d'avion. À peine débarqué, Atlas nous contacte en nous demandant poliment de l'aider à sortir de Rapture avec sa famille. Bons samaritains que nous sommes, nous acceptons. Et c'est là que l'on progresse dans Rapture en suivant les instructions d'Atlas et en notant les exactions dont est coupable Andrew Ryan, jusqu'à nourrir une véritable haine contre le créateur de la cité. Et pourtant, l'univers du héros, comme celui du joueur, ne tarde pas à s'effondrer quand il apprend qu'il n'est en fait que le pantin d'Atlas, alias Frank Fontaine. Le héros n'est qu'une création de Fontaine, programmé pour tuer Andrew Ryan, et conditionné pour répondre positivement à chaque demande précédée de la formule « Je vous prie ». Tout le parcours du joueur n'était pas un excès d'héroïsme, mais plutôt un destin auquel il a été préparé. On ne répondait pas aux demandes d'Atlas dans le but de l'aider, mais parce qu'on y était obligé. La réalité que l'on a distinguée à travers les yeux du héros est tronquée. Elle est en fait tout autre et indépendante de notre parcours et de nos observations.
la réalité est objective. C'est là tout le génie de Cain Levine, qui parvient à dresser une critique sans concession du libertarisme et de l'objectivisme, tout en utilisant les principes métaphysiques de la philosophie objectiviste pour créer des ressorts de narration originaux et encore jamais vus dans un jeu vidéo. Au regard de tout ce que l'on s'est dit, j'aimerais vous poser une question. Rapture doit-elle sa chute aux idées de son créateur, ou bien a-t-elle sombré par péché d'orgueil? Après tout, si Andrew Ryan ne s'était pas immiscé dans les affaires de Frank Fontaine, si ce dernier s'était contenté d'une activité honnête, ou tout du moins légale, et si enfin les deux ne s'étaient pas foutus sur la gueule, qui sait ce qu'il serait advenu de Rapture? Qui sait? N'éteignez pas votre console. Et jouez. Jouez, je vous prie.